Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser des sortes d'instances de matériaux en créant des groupes et en définissant les entrées et les sorties. Donc c'est la version un petit peu plus avancée de deux vidéos précédentes où je vous avais déjà fait une introduction au groupe de matériaux. Là, on va aller beaucoup plus loin et je vais vous montrer comment obtenir ce que vous avez sous les yeux avec un seul matériau et des paramétrages en temps réel que je peux changer. Vous voyez, par exemple, la première sphère, je peux la mettre verte si j'ai envie. Je peux rajouter plus ou moins de salissure. Je peux mettre même également du bump si je le souhaite. Changer l'échelle de celle-ci. Donc vous voyez juste là. Et je peux même rajouter en temps réel si j'ai envie du displacement en bien évidemment activant le display sur l'objet. Voilà ce que je peux obtenir très facilement en changeant tous ces paramétrages-là. Et tout ça, c'est en temps réel et c'est grâce au groupe de matériaux. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière? C'est tout simplement ceci. Donc, j'ai plein de paramétrages que je vais pouvoir changer en temps réel. En créant une sorte de groupe, je vais indiquer à Blender, tu peux avoir ces entrées, tu peux avoir ces sorties. Et maintenant, je veux qu'en temps réel, tu me permettes de modifier tout ça. C'est exactement ce qui se passe ici sous vos yeux. Donc, l'avantage, c'est que ça va vous permettre de créer une sorte de note personnalisée avec tous les paramétrages que vous allez vouloir modifier par la suite. Et on va pouvoir instancier tout ça sur les objets. Alors, je dis instance, c'est un petit peu un abus de langage. J'en ai pas non plus sur des instanciations comme on peut avoir dans Unreal Engine, où là, c'est vraiment une compilation de shaders qui se fait en amont. Et ensuite, on peut changer plein de choses en temps réel de manière plus optimisée. Là, on a moins d'optimisation qui est présente dans Blender. Mais tout de même, ça permet de mâcher un petit peu le travail et d'obtenir des choses très rapidement, tout simplement en définissant dans un premier temps un groupe de matériaux. Alors, comment ça marche? Je vais aller tout simplement dans un premier temps avec Eevee. On va travailler toute la vidéo dans Eevee, sauf à la fin où on passera sur Cycles pour ce qui est Displacement. Mais pour le reste, on peut passer en Eevee. Je vais rajouter une sphère, je vais faire clic droit, Shade Smooth, et je vais faire un CTRL 3 pour ajouter des subdivisions. Voilà, le modifier Subdivision Surface. Ça, ce sera utile également pour le displacement en fin de vidéo. Donc, une fois que j'ai ceci, je peux commencer à créer mon matériau. Pour le moment, ce que je vous propose, c'est qu'on ne va pas s'intéresser à la notion de groupe. On va essayer de voir tous les paramétrages que je pourrais changer pour voir un petit peu comment ça pourrait réagir. Donc, comment je peux faire ça? Je vais juste faire un CTRL G. Donc là, ça me crée un groupe par défaut, mais on ne va pas trop s'intéresser, comme j'ai dit, aux contraintes qui sont définies par défaut. Là, vous voyez, par défaut, ils me mettent des inputs sur tous les principales BSDF. C'est pas ce qu'il faut. Donc, on aurait tendance à vouloir supprimer le groupe input, en rajouter un autre. Voilà, groupe input. Et vous allez voir que il nous garde en mémoire les paramétrages. Donc, si je veux enlever tout ça, il y a plusieurs méthodes. Je vais vous en montrer une parce que souvent, les gens procèdent de telle manière et c'est un petit peu contre-intuitif. Vous pouvez aller ici dans groupe et tous les inputs qu'il y a là, on va les supprimer. Hop là, comme ceci en cliquant sur le moins jusqu'à en avoir 0. Donc moi, qu'est-ce que je vais vouloir changer sur mon objet? Est-ce que je veux changer la base color? Potentiellement oui. Donc je vais prendre mon groupe input et je vais relier à la base color. Et là déjà, qu'est-ce qui se passe? Si je fais un CTRL Tab, dans mon groupe, on a bien la base color qui apparaît, mais pas le reste. En gros, je vais indiquer à l'utilisateur, qui va réutiliser mon node, par exemple mon groupe, les attributs qu'il peut utiliser, qu'il peut modifier, et ceux qui sont bloqués. Là, dans mon exemple, quel attribut est mis en avant? Quel attribut peut être modifié par l'utilisateur? Uniquement le base color. Tout ce qui est roughness, etc., etc., je suis obligé de rentrer dans le groupe pour le modifier. Donc ça peut être très utile si vous travaillez à plusieurs, s'il y en a un dans votre équipe qui est spécialiste en surfacing, en shader, il peut faire ses propres groupes, marquer les attributs qui peuvent être éditables par les utilisateurs et ne pas marquer ceux qui ne faut pas modifier tout simplement. Ok? Donc imaginons que mon objet soit tout le temps métallique, je vais mettre le métallique à 1, mais lui je ne vais pas le marquer dans mon groupe input parce que je ne veux pas que l'utilisateur puisse changer ceci. Quand j'ai utilisateur, ça peut être soit une personne tierce, soit moi-même. Parce que peut-être que dans un mois, je ne saurai plus comment j'ai recréé mon groupe. La roughness, intéressant. Je pourrais mettre tout simplement, dans la roughness, je vais la changer. Je pourrais mettre la valeur de roughness ici, mais on va faire un petit peu mieux, on va tout simplement passer par une texture. Donc je vais mettre une texture de type noise, texture. Je vais mettre mon factor sur la roughness. Et là, vous allez voir que déjà, on a un résultat qui est un petit peu mieux, où j'ai vraiment une texture qui va changer la variation de celle-ci. Donc je vais mettre une node de type mat. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Je vais pour le moment la relier à rien du tout. Et là, je vais essayer de faire varier ma roughness avec la texture. Donc par exemple, quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, moi j'aimerais bien un truc, voilà, comme ça. Là, on va dire que je suis
satisfait de ma variation de roughness. Ok. Malgré tout, j'ai différentes choses que j'aimerais changer. Donc je vais rajouter un map range. Donc là, c'est vraiment comme, c'est pour ça que je vous ai dit, on se prend pas la tête pour le remarquer les groupes. C'est comme si je travaillais mes matériaux de base. Vous voyez, avec ma roughness, j'aimerais bien, par exemple, faire quelque chose qui ressemble à, je sais pas moi, ceci. Donc je vais, pourquoi pas augmenter un petit peu cette valeur-là. Voilà, donc là, j'ai un truc qui est pas mal. Voilà, comme ça. Ça, c'est la roughness qui m'intéresse. Ok? Donc, je peux le relier directement à ma roughness. Mais comment je fais maintenant pour indiquer à Blender que mon entrée, elle doit changer ceci? Mais tout simplement, petite astuce, je vais mettre une node math juste ici. Je vais le passer en multiply. Et là, le multiply, ça a pour avantage de multiplier la valeur d'entrée. Donc, si je mets 0, j'ai aucune valeur qui va être héritée de ce qu'il y a avant, parce que je vais multiplier par 0, donc tout absorber. Et si je mets 1, je vais retomber sur ce que j'avais tout à l'heure. Donc, je pourrais dépasser les 1. C'est un petit peu contre-intuitif. Donc moi, j'aimerais bien avoir une valeur allant de 0 à 1. Alors comment je fais? Déjà, c'est cette valeur-là que je vais mettre en entrée, juste ici. Je peux réduire, hop là, ces deux nodes-là, que je peux laisser ici, mais je n'ai plus envie d'y retoucher, je ne veux même pas donner l'accès à l'utilisateur. Moi, je veux juste avoir la valeur multiplicatrice qui me permet d'avoir soit du 0, soit du 1. Alors là, par défaut, je ne vais pas avoir de bridage de valeur. Donc si je veux changer cette valeur-là, je peux aller ici sur la value. Vous voyez que c'est de type float, donc c'est-à-dire que c'est un décimal à virgule. Et là, j'ai la valeur par défaut, le minimum, le maximum. Je peux dire que par défaut, je veux quelque chose qui soit à 0,5. Voilà, comme ça, il est un petit peu raf, mais pas trop. Donc moi, je vais le mettre à 0. Comme ça, on a quelque chose de lisse. Je veux que le minimum soit 0 et le maximum soit 1. Donc ça, c'est la valeur que je vais multiplier. OK? Je peux faire exactement la même chose pour la normale. Alors, comment je fais? Je vais mettre, par exemple, cette fois-ci, un Musgrave Texture. Je vais mettre une note de type bump. Je vais relier ma hauteur, ma normale à ma normale. Et là, je vais avoir ceci. Alors, pas très beau par défaut. Hein. Pas très beau par défaut, c'est normal, c'est parce que la valeur, l'intensité ici est beaucoup trop élevée. Donc, je peux soit changer la strength, soit changer un petit peu la distance, mais ça va quand même me faire un résultat bizarre. Donc, moi, la force, j'aimerais bien qu'elle soit présente entre 0 et 0,1. Donc, on va dire que 0,1, c'est la valeur max. Ok? Donc là, je pourrais avoir un effet qui est sympa. Et je pourrais changer différentes valeurs. L'échelle, ceci, les détails, vous voyez qu'il va rajouter des petites variations, la dimension, etc. etc. Si je ne veux pas m'embêter, que je veux donner la possibilité à l'utilisateur de changer tout ça, je peux tout simplement tout relier ici. Et automatiquement, il va me créer des attributs. Alors je pourrais brider, comme tout à l'heure, toutes les valeurs. Alors ce que je vous conseille déjà c'est de bien renommer les valeurs. Donc la color base color, ça va. Cette value-là, on ne va pas savoir à quoi ça correspond. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est préfixer par l'attribut qui est impacté. Si c'est le cas, avec un seul attribut. Là, par exemple, c'est uniquement une variation de roughness. Donc je vais mettre RGH, comme la roughness, et je vais mettre value. Voilà, la valeur de roughness. Ensuite, dans le scale, je vais mettre BMP comme bump, scale. Je vais copier ça. Tac. Au passage, default, on va le mettre à 5 et on va le mettre que le minimum c'est 1 et le maximum c'est 10. Comme ça va éviter de se retrouver avec des résultats un petit peu bizarres. Ensuite, détail, hop là, bump detail. Voilà, 0,15, très bien. Dimension, tac, bump dimension. Donc bump dimension, bump detail. Donc là, c'est vraiment de la nomenclature. Vous pouvez le faire comme vous voulez. L'essentiel, c'est que vous puissiez vous repérer facilement lorsque vous travaillez sur vos scènes. Donc là, on va l'appeler dimension la clarity. Et on est pas mal. Donc tous ces paramétrages-là, je peux les changer en temps réel. Moi, j'aimerais bien que l'intensité également, ici, la force, soit accessible. Donc je vais mettre 0 par défaut. Et je vais relier ici. Et là, je vais l'appeler, vous l'aurez compris, BMP force. OK? Donc BMP str pour strength. Et là, on va pas mettre 0 à 1, on met 0 à 0,15. Allez, on s'autorise une petite marge de manœuvre. Et là, on est pas mal. Je peux, une fois de plus, réduire tout ça. Et là, vous voyez ce qu'on a, c'est qu'on a indiqué à l'utilisateur plein de paramétrages qui peuvent être modifiés, tout ce que vous avez à gauche. Le dernier qu'on pourrait faire, c'est le displacement, mais ça, on s'en occupera juste après. Donc maintenant, si je fais CTRL-Tab, ça permet de remonter d'un niveau. Vous voyez que mon shader, il passe de ça, assez complexe, hein, à ceci. Beaucoup plus intuitif pour les gens qui ne sont pas habitués à faire du surfacing. C'est pour ça que c'est très utile si vous êtes
si vous travaillez dans une équipe ou même pour vous créer vos propres nodes, c'est franchement très intéressant. Donc je vais dupliquer, je vais mettre 3 sphères, allez, même 4, comme ça sur la dernière on fera du displacement juste après. Très important, cliquez sur l'objet et sur le matériau, cliquez sur le petit chiffre qui représente le nombre d'instances qui utilisent le matériau. Donc là j'en ai 3 avec le même matériau, mais si je le modifie une fois, ça modifie les 3. Donc, pas très intéressant pour ce que je vais vous montrer, donc à chaque fois je vais créer une nouvelle instance de matériau, comme ceci. Et là, on est pas mal. Et maintenant que j'ai ça, je peux vous montrer un petit peu le potentiel. Donc la première, on va garder les valeurs de base, c'est ceci. La seconde, je peux changer, on a quoi? On a mis la roughness, donc vous voyez, pareil, je peux changer la roughness comme je le souhaite. Donc je peux avoir quelque chose de très rough, si je veux de sorte voilà, de bronze ou d'or, voilà, on va aller un petit peu sur cette valeur-là. Je peux augmenter des détails de bump, donc la bump strength, je vais l'augmenter un petit peu, vous voyez que ça va changer la valeur. Je pourrais modifier plus ou moins les détails, donc tous ces paramétrages, je peux les changer sans avoir à retourner dans mes notes de base, et ça, c'est vraiment ultra intéressant. Donc là, voilà, je vais faire par exemple quelque chose qui ressemble à ça, et je trouve qu'il y a un petit peu trop de roughness, donc je vais un petit peu la baisser. Et là, j'ai encore un résultat différent. Là, si je veux faire une sorte de bronze, je peux aller vers une couleur un petit peu plus, hop là, vers les rouges orangés. Je vais augmenter la roughness. Alors, elle est bridée visuellement, mais rien ne m'empêche de taper une valeur numérique pour overrider ce bridage. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Visuellement, sur le slider, il est bridé, mais si je rentre une valeur, je peux mettre la valeur que je souhaite à la même. Donc ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que là, si je veux avoir quelque chose d'un petit peu plus rough, mais que je peux pas, je peux taper un 2. L'inconvénient, c'est que si j'ai créé ma node en bridant la valeur à 1 pour une raison très importante, mais je peux bypasser un petit peu ce blocage. Donc là, je vais mettre également ceci. Je vais augmenter l'échelle, par exemple, à... Là, vous voyez, ça peut être utile, par exemple, à 50. Comme ça, j'ai plein de répétitions, vous voyez, le résultat que je peux obtenir. Je peux baisser un petit peu la dimension comme ceci. Et la lacunarity, je vais l'augmenter un petit peu. Voilà, donc là, j'ai encore un autre résultat. Vous voyez, 3 résultats totalement différents qui sont réalisés avec la même note de matériaux. Et maintenant, là, j'aimerais bien du displacement. Alors, comment je fais? Déjà, qui dit displace dit cycles. Je vais passer en GPU, denoise, je vais rajouter une image de fond, un environnement texture que je vais masquer dans mon affichage 3D, hop là, dans film transparent. Donc là, je vais un peu vite parce que tout ça, on l'a déjà vu. Et là, je vais aller, hop là, dans mon render. Voilà. Donc j'ai globalement la même chose comparé à Eevee pour le moment, parce qu'Eevee interprète relativement bien tout ce qui est métaux avec la réflexion. Un petit peu plus du mal avec la réfraction et l'absorption, mais les réflexions, il le gère assez bien. Et là, j'aimerais bien du displace. Je ne l'ai pas géré par défaut dans mon autre groupe, donc je peux l'éditer. Et je vais créer mon displacement juste en dessous. Mon displacement, j'aimerais bien que ce soit une texture de type wave texture. Donc je vais mettre wave texture. Je vais mettre du displacement. Et là, si vous débutez, peut-être que vous ne savez pas trop, donc le facteur, je vais le mettre sur la hauteur. Vous ne savez peut-être pas trop où relier ce displacement. On voit que j'ai du bleu, donc j'ai envie de le mettre sur la normale, sur le click normal, sur le tangent. Pas tout à fait. Je vais le relier directement ici sur mon groupe input. Et lui, il va trouver avec le type et la nomenclature du node qu'il s'agit de displacement. Et une fois que j'ai ceci, si je fais un CTRL Tab, j'ai accès ici à ma node de displace. Et je peux le relier sur mon displacement. Et vous voyez que j'ai ça. Alors, je peux l'éditer de plusieurs manières. Soit je retourne dans ma node en appuyant sur tabulation. Et là, je peux passer par exemple en Z. Et je vois que j'ai bien du displace qui s'effectue juste ici. Très important, si je veux afficher le displacement dans la vue 3D, il faut que j'aille dans les options, dans les settings, et sur chaque objet sur lequel je veux du displace, il faut que j'active non pas le bump only, non pas le displacement only, mais le displacement and bump pour avoir à la fois le displace et le bump. Et là, j'ai le résultat suivant sous les yeux. Donc ça peut être intéressant. Et un plus avantage, comme tout à l'heure, je pourrais très bien avoir l'échelle en entrée, la distorsion. Alors je vais tout mettre, hein. Je vais tout mettre pour l'exemple, mais c'est à vous de choisir vraiment ce que vous voulez modifier dans les notes, du moins quels attributs vous voulez que l'utilisateur ait accès. Donc l'utilisateur, ça peut être vous ou une autre personne comme j'ai indiqué, mais quels attributs doivent être accessibles. Donc vous voyez, j'ai tout ça. Donc j'aurais dû préfixer avec display scale, display distortion, etc., etc. Mais en temps réel, là regardez, je peux changer l'échelle, par exemple quelque chose qui ressemble à ceci. Donc on a du mal à croire que de là à là, c'est la même node. Je peux changer
la distorsion si je veux quelque chose plus ou moins avec une texture de distorsion sur le wave. Je peux changer les détails si j'ai envie. Voilà. Je peux changer l'échelle du détail. Bon, j'ai plein de choses que je pourrais modifier. Le détail roughness également si je veux quelque chose de plus ou moins rough. Vous voyez qu'on commence à faire de l'art abstrait. Le phase offset, c'est pour faire un offset de la texture, tout simplement. On pourrait même faire une animation grâce à ça. Donc voilà, je peux changer tout ça en temps réel et c'est vraiment cool. L'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est que je peux repasser, par exemple, sur ce métal que j'aimais bien et dire, ah mais ouais, en fait, sur lui, j'aimerais bien du displace. Donc pareil, je vais relier mon displacement au displace. Par défaut, j'ai rien du tout, c'est tout à fait normal. Je vais des options, displacement and bump. Et là, ça y est, j'ai à nouveau mon displace, donc je peux baisser un petit peu l'échelle, voilà, comme tout à l'heure. Là, si je veux pas mal de détails, je peux augmenter, hop là, le detail scale, un petit peu de distorsion, comme ceci. Tac. Et voilà, je peux modifier vraiment mon objet. J'avais un petit peu trop d'échelle à ce niveau-là. Je peux modifier mon objet comme je le souhaite pour obtenir les résultats souhaités. Et vous voyez que c'est quand même très... c'est quand même très souple, hein. C'est quand même très souple. Et on peut facilement se créer des sortes de bibliothèques de matériaux en ayant plein de nodes. Donc ça, je pourrais l'appeler métaux, générateur de métaux avec displace, je l'appelle comme je veux. Et je peux réutiliser à n'importe quel moment cette node en allant dans le groupe. Et j'ai le groupe qui est juste ici. Donc là, je ne l'ai pas nommé, hein, mais je pourrais lui donner un nom. Le nom qui est juste là. Voilà, ZZ. Vous voyez que j'ai ZZ partout. Je vais l'appeler métal. Voilà, comme ça, si je fais Shift A groupe, j'ai mon node de type métal. Je pourrais en faire un autre pour le bois, pour de l'eau, pour du plastique, pour plein de choses. L'important, c'est quoi? C'est de bien définir les attributs que je veux marquer et que je veux, sur lesquels je veux donner la possibilité de modification. Je pourrais très bien dire, tous mes métaux, ils doivent être de la même couleur, donc je ne mets pas le base color dans mon entrée. Hop là, comme ça, tac. Et du coup, là, tous mes métaux, ils auraient la couleur que j'ai définie par défaut. Par exemple, un bleu, voilà, comme ça. C'est possible également. Donc c'est vraiment à vous de définir tout ça. Donc c'est la fin de cette vidéo, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant parce que ça peut permettre d'accélérer vos workflows de travail en vous créant une sorte de bibliothèque de matériaux. C'est une notion qu'on ne voit pas souvent abordée dans les tutos et que je trouve très intéressante. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous trouvez que ça manquait des précisions par endroit. J'ai essayé d'être à la fois le plus concis possible, ça fait 17 minutes déjà que je parle, en vous montrant les choses principales, on va dire. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à checker mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Mon Twitch, sur lequel je suis en live tous les soirs quasiment, du moins très souvent. On fait du gaming et de la 3D. Donc la 3D, souvent c'est le week-end, le gaming c'est en semaine, un petit peu pour se détendre. Mais je réponds à vos questions en même temps que je joue ou autre, il n'y a pas de souci. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.